Patrick Mivila, qui est secrétaire général adjoint. Bonsoir à tous, bonsoir Pat Collins. Je Oui. suis Patrick Mivila, secrétaire exécutif, Secrétaire euh, exécutif. Voilà. oui, de la CDG, de la Convention de la diaspora gabonaise. Parfait. Et Merci de nous recevoir dans votre émission. parfait. Merci à vous. Et on a Roland Ikwanga, qui lui est secrétaire exécutif adjoint. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Bonsoir à tous, bonsoir Pat Collins, bonsoir Malcolm du MacPan. Donc c'est avec plaisir évidemment qu'on est invité chez vous et on espère avoir le maximum d'audience et d'écoute de la part de vos auditeurs. Bien, merci à vous. Donc voilà, donc on émet sur Jeux de Nantes 241 et Résistance TV, donc sur Facebook et YouTube. Et le déroulé de l'émission, juste un rappel pour les auditeurs, ça va être, pendant la première partie, on va présenter un peu la CDG, la CDG exactement, et on va revenir un peu dans le contexte actuel, donc l'actualité gabonaise et les actions de la CDG, ou bien ce qu'ils pensent de ce qui se passe actuellement au Gabon, hein, voilà. Et on va avoir le quiz de Malcolm du Mapan. Bien entendu, avant ce quiz, on va un peu regarder ce que les auditeurs ont trouvé à dire sur les chats, donc les différents chats Facebook et YouTube, donc leurs pressentiments. Et enfin, ben, on va vous donner à chacun d'entre vous l'occasion de pouvoir donner votre mot de fin. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Malcolm du Mapan. Oui, bonsoir Pat Collins, bonsoir à nos invités, monsieur Patrick Mivila et monsieur Roland Ikwanga. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Malcolm du MAPAN. Oui, merci d'être nos invités ce soir sur Jeux de Nance 241 et sur Résistance TV. On va tout de suite commencer sans tarder, bien évidemment, avec la première partie de l'émission où on va essayer de savoir un peu plus ce qu'est la CDG. Voilà, déjà, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre ce que vous avez comme fonction à la CDG, rapidement pour les auditeurs? Eh bien, Roland, je t'emboîte le pas. Hein, bien, moi je suis Patrick Mivila, secrétaire exécutif au sein de la CDG, donc qui est une association, loi 1901. Qui existe depuis 2012. Donc, globalement, c'est un peu ça. Nous sommes majoritairement basés ici en France, mais on tend à s'étendre un peu partout en Europe et pourquoi pas sur les 5 continents. D'accord. Et Donc donc, rien de plus à rajouter. Vous avez besoin d'autres non, informations concernant cette non, présentation qui non, est assez claire. je vous sens un peu timide, hein, je vous sens un peu Non, timide. Donc, non, vous avez le droit d'être un peu plus loquace quant à je, la je, présentation de vos propres personnes. Mais bon, comme je constate Ah, que vous voulez tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez évoqué la date de création de la CDG, c'est très bien. On rappelle pour les auditeurs que la CDG, c'est la Convention de la diaspora gabonaise, mais il y a peut-être des auditeurs qui ne savent pas exactement quel est le but de la CDG. Et renseignez-nous un peu là-dessus. À quoi sert la CDG? D'accord. Roland, je te laisse la alors, main. voilà, donc je prends la main tout en me présentant. Donc je suis Roland Ikwanga, je suis depuis peu secrétaire exécutif adjoint donc de cette CDG. J'ai été un long moment responsable de la commission communication de cette convention de la diaspora gabonaise. Ben, écoutez, comme l'a dit Donc, Patrick, sans vous couper, j'ai un peu un petit souci. Donc, ici, les gens me disent qu'ils n'entendent rien de ce que vous dites. visiblement, C'est assez étrange, hein. Donc, visiblement. ce que je vais faire, ce qu'on va faire, Malcolm du Matin, on va juste mettre une petite Est-ce que là, pause. vous m'entendez, vous, parfaitement? Ben, en fait, nous, on vous entend. C'est quelque chose qui arrive. Enfin, je sais pas, je n'ai pas de retour. Moi, quand je parle, je vois bien l'équaliseur Allô? bouger. Je vous entends très bien. Mais quand vous parlez, ben, l'équaliseur ne passe pas. Je ne sais pas si Malcolm Mapan Ah, a le même problème de son côté. Non, pas de conis. De mon allô? côté, tout se passe bien. Les auditeurs entendent très bien nos invités. OK. Donc, ça veut dire que c'est bien entendu chez moi. Je vais voir ce qui ne va pas. Ce ne sera pas bien long. Allô, allô. Est-ce que quelqu'un peut parler?
Oui, pas de Collins, Oui, on nous, on t'entend vous toujours. entend jusqu'ici. En tout cas, moi, je vous entends très bien. Voilà. Ok, donc allez-y, moi je vais essayer de trouver, je vais essayer de trouver le moyen. Je vais demander à tous ceux-là qui suivent sur Skype et sur YouTube et sur Facebook, donc sur Jeux de nom 241, de se déplacer du côté de Résistance TV, le temps que moi je Ok, puisse régler la situation. Ok. ok, Donc, et je crois qu'on a perdu Monsieur Patrick Mivila. Hein. Ok, Oui, parfait. Donc visiblement aussi. je vais le rappeler, ce sera pas bien long. voilà, donc on continue, hein, On Roland continue. Ikonga. Oui, on continue le temps que Patrick Mivila nous retrouve. Donc, est-ce que vous D'accord. pouvez nous dire exactement à quoi sert la CDG? C'était la première question. Quel est le but C'était la de cette question. organisation? Ben, écoutez, le but, alors l'organisation s'est créée déjà à la suite de l'élection présidentielle de 2009, même si la date effectivement de création effective, c'est au cœur de l'été 2012. Donc l'objectif était d'apporter une réponse, et puis dans une situation où au niveau de la diaspora gabonaise de France et même d'Île-de-France, il n'y avait pas à ce moment-là d'entité beaucoup plus large qui pouvait donner la parole aux compatriotes pour leur permettre de réfléchir à toutes les questions politiques qui se posaient à ce moment-là et qui allaient d'ailleurs se poser un peu par la suite. Donc, pour résumer assez simplement, c'est ça. D'abord, se rapprocher de la diaspora, la fédérer autour des questions de la politique gabonaise, autour des difficultés économiques du pays, enfin, autour de tout ce qui tourne autour du Gabon, et notamment les questions cruciales de l'époque qui étaient politiques, économiques et sociales d'ailleurs. D'accord. Merci pour avoir répondu à cette première question. On va continuer, hein, bien évidemment, sur une autre question, toujours, qui tourne un petit peu sur ce qu'est la convention de la diaspora gabonaise, hein, bien évidemment, la CDG, la célèbre CDG, qui fait tant parler. Donc, alors, clairement, qui est le chef suprême de la CDG? Parce qu'il y a toujours un chef. C'est qui le chef à la CDG? Non, mais présenté comme ça, on a l'impression que vous parlez d'une armée, même si dans le combat que nous menons pour la démocratisation du Gabon, il faut avoir une armée et donc un général. Mais je vais m'appuyer simplement pour vous répondre sur nos statuts. Il y a un président au sein de la structure qui n'a pas tous les pouvoirs, bien évidemment. Le président de la CDG, c'est le professeur Elan Nguema Bruno, qui est président depuis 2012, mais la CDG a un fonctionnement tout à fait démocratique. C'est d'ailleurs un groupe que j'ai rejoint il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Donc il n'y a pas de chef suprême. Ça, c'est de l'ordre du mystique ou même de l'armée et tout cela, non. Il y a un président dans la structure et puis on a un fonctionnement tout à fait démocratique. Le débat, ce qui fait d'ailleurs même la force de notre groupe, c'est le débat démocratique au sein du groupe. D'accord. Donc on a bien compris votre réponse. Donc le président, c'est bien Bruno Ella, qui est le président de la CDG. Bon, vous avez répondu à une question qu'on allait vous poser, c'est est-ce que c'est un parti politique ou une association? Vous avez dit que c'était une association. Très bien. Mais alors, il y a une question qui est arrivée en inbox. Oui. Alors moi, je vous la pose telle quelle. Des rumeurs disent que vous avez bouffé l'argent de Jean Ping. Qu'en est-il exactement? D'accord. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on doit faire des rumeurs? Faut-il y répondre? Mais je vais quand même répondre. Parce que la relation que nous avons avec les différents acteurs politiques gabonais et même de la société civile gabonaise ne date pas d'aujourd'hui. Donc, comment commencer à répondre sur une question telle? Aujourd'hui, le président élu, Jean Ping, et la CDG, comme pour certaines entités de la diaspora, il n'y a aucun problème. Nous continuons à travailler en toute intelligence. Donc, vous pensez que si nous avions été, comme la rumeur le dit, comme la question le dit, si nous avions détourné ou volé quoi que ce soit, est-ce que la relation que nous avons avec Jean Ping, par exemple, serait toujours celle qu'elle est là? Parce que je vous rappelle qu'au sortir de l'élection, par exemple, Jean Ping a désigné comme représentant au sein de la diaspora Bruno Ella Nguema.
Donc vous voyez quel crédit il accorde à cette structure-là. Donc vous démentez ce soir, la CDG n'a pas bouffé l'argent de Jean-Ping. Ben, tout à fait. Mais pourquoi en faire? Donc, mais ça me permet de mettre les pieds dans le plat avant de passer la main à Roland qui rajoutera certainement quelques éléments. Vous savez, sortir de la situation du Gabon qui souffre depuis les indépendances du régime Bongo PDG est extrêmement difficile parce qu'il y a des mentalités qu'il va falloir changer. Aujourd'hui, on est gangréné par le clientélisme et les gens pensent que nous nous engageons en politique forcément parce qu'on a un regard clientéliste, parce qu'on cherche, comme on dit, hein, à bouffer de l'argent, mais non. Je crois que nous nous battons tous pour le Gabon éternel. D'accord, mais sans vous couper. Donc concrètement, comment vous financez vos actions? Vous avez combien de membres? Les actions sont financées comment concrètement? Parce qu'on vous voit faire des sorties, vous louez des palaces parisiens, etc. Bon, comment vous financez vos actions? Alors, à ce niveau-là, vous savez, ici en France, c'est un état de droit, un véritable état de droit. Nous sommes une association et pour ceux-là qui fréquentent les associations, ils savent que, en majorité, les associations se financent comment? Par les cotisations des propres membres. Et nous avons la chance d'avoir au sein de notre structure majoritairement des gens qui travaillent. Donc, ces personnes-là cotisent pour financer les activités que nous avons. En plus de cela, il faut savoir également que nous sommes dans un État moderne. Donc, une association a tout à fait légalement la possibilité de lever des fonds auprès des mécènes ou des sponsors. Donc, on ne peut pas nous faire le procès d'être bien organisé à ce niveau-là, de s'autofinancer sur la plupart de nos activités et également de rechercher des sponsors. Mais pour avoir des sponsors, il faut remplir un certain nombre de critères, dont la crédibilité. Parce que ces gens-là nous scannent, nous regardent, cherchent à savoir ce qu'on fait dans la vie. Nous sommes, je pense modestement, crédibles à ce niveau-là. Et encore une fois, je voudrais attirer l'attention de nos compatriotes pour dire que le PDG nous a longtemps menti. Ce régime-là nous a longtemps menti en faisant croire que nous, simples Gabonais, étions incapables de pouvoir s'organiser et autofinancer nos activités, soient-elles associatives, dans le but du plus grand nombre et pour libérer notre pays de l'oppression de cette dictature. Donc Roland, si tu veux rajouter des éléments, je te laisse la main dessus. Oui, alors déjà à Malcolm et donc à toute l'émission, je voudrais dire, c'est peut-être bienvenu que cette question soit posée à ce moment-là de l'émission, en espérant évidemment qu'on ne fera pas tout le reste de l'émission sur les rumeurs ou ce qu'on nous prête comme élément. Non, enfin l'explication elle est tout à fait claire. Et est-ce que pour une fois, on arrivera à tordre le cou à tous ces on dit, comme on dit au pays, hein, on dit que vous avez bouffé l'argent de Jean-Ping. Non. Nous sommes une organisation assez sérieuse, comme l'a rappelé Patrick. Donc voilà, et elle travaille, n'en déplaise à ses compatriotes qui pensent que pour exister, effectivement, on a besoin d'aller chercher ça et là, ou gratter, ou manger, comme on dit, bouffer. Non, nous sommes assez sérieux, nous sommes des gens assez sérieux, nous sommes engagés en politique avec beaucoup de sérieux et nous essayons, autant que faire se peut, de l'être jusqu'au bout. D'accord, très bien. Donc on a compris, vous vous autofinancez. Mais alors, concrètement, quelles sont les actions depuis la création de la CDG qu'on peut mettre au crédit de la CDG? Quels sont vos faits d'armes? D'accord. Ben, Roland, je te laisse la parole. Alors, les faits d'armes, là encore, si on pouvait mettre de côté le langage guerrier, c'est vrai que ça aiderait. Hein, ça aiderait. Non, à l'actif de la CDG depuis 2012, il y a un certain nombre de choses qui ont été remarquables, notamment, et là, les liens que nous avons tissés avec de nombreux acteurs de la vie politique gabonaise, mais la vie syndicale aussi. Hein.
ce type d'action, ce type de rencontre que nous avons eu avec pratiquement tous les acteurs de la vie politique gabonaise sont à mettre au crédit de la CDG et à l'amorce d'ailleurs de ce qui a pu se passer depuis 2012 et que nous avons reçu ici et rencontré dans des moments d'échange tous les acteurs de l'époque, aussi bien, enfin je vais pas les citer d'ailleurs, mais enfin ça c'était à mettre au crédit de la CDG, c'est à mettre au crédit de la CDG. Nous avons organisé, chose qui n'a jamais été faite ici, il y a un peu plus de 2 ans déjà, le grand congrès de l'opposition à Paris en décembre 2014. Donc voilà. Et un certain nombre d'autres rencontres tournées vers la diaspora de France, vers la diaspora d'Europe. Je vais apporter un complément à cela, Roland, parce que tu citais les rencontres avec les différents acteurs de la société civile et politique du Gabon. Il faut savoir, en 2012 également, juste après la création officielle de la CDG, il s'est organisé ici à Paris ce qu'on a appelé les rencontres de l'Élysée. François Hollande prenait à peine le pouvoir, qu'il avait souhaité rencontrer donc l'opposition gabonaise. Vous savez, c'était suite au précédent, parce que nous avons également travaillé longtemps avec notre regretté André Baobam. Donc, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de la conférence nationale souveraine. La CDG y a joué un rôle important. Nous avons, avec ces acteurs politiques gabonais et de la société civile gabonaise, nous avons été à l'Élysée en 2012, rencontrer les nouvelles autorités qui s'installaient à peine pour émettre un certain nombre d'idées en termes de plans de sortie, de crise de la situation explosive qui prévalait déjà au Gabon dès 2009. Donc ça encore, les archives sont là, se trouvent facilement sur Internet. Il y a tout au long de l'année de notre existence, entre le congrès que mentionnait Roland, souvenez-vous, qui avait reboosté l'opposition gabonaise quand elle tombait dans une forme, sans faire injure à qui que ce soit, une forme d'apathie. Ce congrès-là a reboosté l'opposition gabonaise. Souvenez-vous d'ailleurs, même Jean Ping avait été désigné mandataire des résolutions du congrès de Paris. Dans la continuité de nos activités, nous avons également mené une tournée en 2015 pour sensibiliser la diaspora gabonaise ici, dans le but d'alerter par rapport aux transformations et aux réformes institutionnelles qui devaient se mettre en place avant l'élection présidentielle. Et puis, voici un peu ce que nous faisons. Alors, oui. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, pas de connaissance, on t'entend très bien. Oui. Oui, allez-y. Oui. Donc, en clair, vous n'êtes pas là dans la recherche des postes de ministre. Vous faites ça de manière très désintéressée. Mais bon, on vous reproche quand même d'être coupé du terrain. Ça, c'est quelque chose qui vient à nos oreilles. La CDG, ils sont dans leur bureau bordelais, parisiens. Ils savent pas exactement les préoccupations des Gabonais. En gros, c'est des bureaucrates, quoi. Bon. D'accord. Malcolm, oui, le terrain, c'est qui? C'est quoi? En fait, le terrain. Alors, est-ce qu'on est coupé du terrain quand on travaille à la campagne de Jean Ping, qui est au Gabon, par exemple? Est-ce qu'on est coupé du terrain quand on reçoit pratiquement la classe politique gabonaise ici en France, qu'on discute, qu'on élabore des stratégies? Ou bien certains veulent simplement s'amuser en pensant que le terrain, c'est faire des tournées ici en France? Je vous rappelle, simplement, sans donner de leçon à qui que ce soit, que la diaspora gabonaise, notamment la communauté de France, ici, c'est 15 000 Gabonais à peu près. C'est ça le terrain du Gabon? Que vaut 15 000 Gabonais à côté du million d'âmes qui vit au pays, par exemple? Où est le terrain? Parce que là aussi, il faut s'accorder sur la définition de certains termes. Et puis, il y a également ce qu'on devrait appeler dans ce combat politique-là, avec beaucoup d'humilité, la spécialisation des tâches. Parce que si, par exemple, vous, tenez, Malcolm, Pat Collins et les autres, vous êtes bons dans une tâche. Par exemple, aujourd'hui, vous animez quelque chose qui fait partie du paysage
médiatique gabonais maintenant. On ne va pas venir s'improviser dans la même tâche que vous. Si, admettons, nous, c'est plutôt le travail de lobbying. Ne venez pas nous demander d'être, par exemple, des marcheurs quand il y a des spécialistes aussi de ces questions-là, d'organisation. Mais notre intelligence doit nous emmener à coordonner tout cela de manière synergique pour que nous puissions être efficaces et efficients même. Et non, on n'est pas des experts en expertise, comme on dit souvent. On vous a compris. Dernière question dans cette série de questions de présentation, hein, parce que vous savez, tout le monde ne sait pas ce que c'est la CDG. Donc c'est pour ça que c'est important que vous puissiez répondre à ces questions et peut-être tordre la rumeur. Mais il se murmure que la convention de la diaspora gabonaise est à Jean-Ping, ce que Cohérence démocrate est à Ali Bongo. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, Roland, tu veux répondre, Roland? Oui, mais bon, c'est vrai, là encore, je crains qu'on ne passe la soirée à répondre à tous ces poncifs bien entretenus. C'est pour ça que vous êtes là, bien entendu. Oui, on va répondre. D'abord, un mot sur la question du terrain, en plus de l'explication que vient de faire Patrick. Non, la CDG n'est pas du tout coupée du terrain, en tout cas, ni celui du Gabon, ni celui de la diaspora d'ici. Donc là encore, je ne sais pas si cette seule émission que nous faisons va permettre de tordre le cou, comme vous dites, à ces affirmations-là. Nous sommes sur le terrain assez souvent, donc voilà. Mais il se trouve que par ailleurs, nous avons une attitude aussi qui est plutôt orientée vers de la discrétion, parce que nous avons d'autres capacités. On évoquait tout à l'heure, par exemple, le lobbying. Tant que nous avons à côté de nous d'autres compatriotes qui font mieux que nous le terrain, on ne voit pas pourquoi on viendrait les gêner de ce point de vue-là. Donc, non, la CDG, par ailleurs, n'est pas, comment vous l'avez dit, à Jean-Ping, ce que, je ne sais pas, ce mouvement-là dont vous parlez serait à Cohérence démocrate. CDG, je ne sais pas. Donc voilà, non, mais on l'a rappelé tout à l'heure, nous existons depuis 2012. Je pense qu'à ce moment-là, le personnage ou l'acteur politique majeur qu'est Jean-Ping aujourd'hui n'était pas encore entré sur la scène nationale. Donc voilà. Du moins du côté de l'opposition. Hein. Oui, en tout cas pas du côté de l'opposition. Oui, donc l'acteur qu'il est aujourd'hui du côté de l'opposition n'existait pas encore. D'accord. On vous remercie. Oui, allez-y, terminez. Non, alors que nous avions déjà montré à ce moment-là, comme l'a rappelé Patrick tout à l'heure, notre existence sur la scène de la diaspora et de l'attention portée aux questions politiques et sociales du Gabon. D'accord. Merci en tout cas d'avoir répondu avec franchise à ces questions, parce que c'est des questions que les Gabonais se posent bien évidemment, et on n'est que les porte-voix de certains Gabonais en tout cas. Pat Collins, c'est à toi pour les questions politiques. Merci à toi, merci à Malcolm et merci à nos invités. Nous sommes bien sûr Jeux de Nonce 241, Résistance TV, et encore désolé pour le désagrément technique qu'il y a eu. On n'est pas expert, hein, on tâtonne encore. Mais bon, je vais vous demander ici, puisqu'on est bien dans une actualité brûlante, l'actualité très brûlante actuellement, et on va revenir un peu sur ce qui se passe actuellement au Gabon. Donc voilà, donc moi ce que je voudrais savoir ici, c'est de savoir ce que la CDG compte faire pour contribuer au mouvement de contestation qu'il y a au pays actuellement. Roland? Alors, écoutez, les choses, de notre point de vue, sont assez simples. Il y a effectivement une situation, enfin, en tout cas celle des derniers jours, qui est profondément préoccupante. Quand on voit des jeunes, des lycéens, qui sont nos petits frères, nos enfants, être agressés, littéralement agressés, par des forces de l'ordre, enfin, oui, on les appelle encore comme ça, dans de nombreuses villes du Gabon, évidemment, la première chose à faire, c'est de condamner cette attitude-là de la part de ceux qui nous gouvernent. Alors, maintenant, du point de vue des acteurs politiques, aussi bien de la CDG, mais des autres, c'est, je pense, là, il s'agit d'abord, de mon point de vue, c'est de renforcer l'idée que face à ce type d'attitude, il faut non seulement dénoncer, mais aussi essayer de trouver le maximum de capacité de résistance. Essayer d'élaborer toutes les stratégies possibles pour essayer de venir à bout de ces régimes-là. Je pense que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Parce qu'on ne peut pas accepter de voir une jeunesse
comme la nôtre qui se lève comme ça, pour de bonnes raisons, pour des difficultés qui durent depuis longtemps, être agressé de la sorte. Je pense que ce premier sentiment de révolte-là, cette première réaction-là, c'est celle qui devrait animer chacun d'entre nous. Acteurs politiques, syndicaux, où que nous soyons, c'est la première réaction qu'on devrait avoir. Évidemment, ensuite, il faut des stratégies. Voilà. Enfin, je ne sais pas si Patrick voulait ajouter quelque chose. Rajouter, nous sommes tous effarés, Roland l'a dit à juste titre, mais vous savez, mes frères, ces situations et ces questions, la question du Gabon, de sortir le Gabon de l'emprise de la dictature du régime Bongo PDG, demande beaucoup d'humilité dans ce que nous souhaitons faire. Parce que si l'un d'entre nous, dans cette émission, ou même d'ailleurs ailleurs, avait la solution toute faite, on n'en serait pas là. Donc, toujours avec la même humilité, nous allons nous rapprocher de nos partenaires au Gabon pour voir comment également contribuer à sortir déjà nos jeunes dans le plus vite possible dans la difficulté, de la difficulté dans laquelle ils sont. Et nous continuons à travailler sur un volet stratégique avec les acteurs politiques du Gabon et avec également la société civile gabonaise pour pouvoir trouver une solution durable. D'ailleurs, la solution, elle est là. Le peuple gabonais s'est exprimé, a porté un homme à travers la dernière élection à la magistrature suprême. Donc aujourd'hui, pour résumer, nous participons modestement à répondre à la problématique de la prise du pouvoir par Jean Ping au Gabon. Mais encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité que nous faisons ces choses-là, parce que il y en a même qui sont beaucoup plus qualifiés ou qui ont beaucoup plus d'intelligence, j'ai envie de dire, que nous, qui n'y sont pas arrivés par le passé. Et vous parliez tout à l'heure des activités de la CDG et tout le reste. Si vous voyez à travers la presse en ligne ou quoi, nous avons toujours été au devant de la scène pour alerter, pour essayer d'avancer des solutions. Quand on a simplifié l'équation en disant que là, il faut que ces gens-là partent, et l'homme de la situation, nous l'avions très tôt désigné, Jean Ping, et les Gabonais ont suivi. Et puis, donc, on va revenir dans cet aspect sans trop vouloir vous interrompre. Mais en fait, moi, ce que je voudrais comprendre, est-ce que vous pensez que la contestation qui a lieu au Gabon est une contestation sociale ou elle est politique? Mais aujourd'hui, la situation du pays est dans une situation explosive à tous les niveaux. C'est une crise qui n'est pas que politique, qui n'est pas que sociale, qui n'est pas qu'économique. Tout est entremêlé, corrélé. Donc aujourd'hui, que les enfants soient agressés par des militaires au sein de leur établissement parce qu'ils contestent, ils ont des revendications sociales et syndicales légitimes, c'est un fait même épisodique parce que c'est à intégrer sur un champ beaucoup plus global. Parce que le régime politique actuel est à l'origine de tous les maux que nous voyons. Ils ont échoué sur le plan de l'éducation, ils ont échoué sur le plan économique, ils ont échoué sur le plan social. Donc, ce à quoi nous assistons au niveau de l'éducation depuis quelques jours et quelques semaines n'est que le résultat de la mauvaise gouvernance de ces gens-là qui nous commandent et qui nous ont toujours commandé depuis 50 ans. Donc, il ne faut vraiment pas dissocier le social du politique, de l'économique. Voyez-vous, aujourd'hui, on a lu tous le ministre, du moins Bile Binze, qui dit que l'État n'est pas en mesure, par exemple, de payer les vacations des enseignants. Mais pourquoi l'État n'est pas en mesure de payer ces vacations-là? Parce que, en plus de la mauvaise gestion, c'est-à-dire des mauvais choix économiques et budgétaires, il y a également une corruption
qui est généralisé au sein de ce pays-là depuis des années et des années et qui s'est amplifié depuis 2009 avec Ali Bongo à la tête de ce pays. Quand on fait, excusez-moi si je parle beaucoup, mais quand on fait le choix, par exemple, d'organiser la CAN, sachant que quand on est responsable, on se dit, ben, il y a des priorités. L'éducation, la formation, la santé. Ben, ils organisent une CAN. Nous apprenons également que dans le même temps, on va organiser la CAN de handball, par exemple, et nous allons organiser la CAN de football des moins de 17 ans. Donc, vous voyez que c'est un problème égal de mauvais choix, de mauvaise orientation budgétaire qui met le pays aujourd'hui, mais au tréfonds des abysses. Roland, si tu veux rajouter quelque chose. C'est sûr que si vous rajoutez, ces questions vont vraiment être plus longues et puis on ne va pas vraiment vous poser des questions. C'est vraiment vous qui voyez. Vraiment en 2 secondes, Pat Collins, juste pour dire qu'effectivement, les 2 questions sont liées. Parce que quand on abuse du pouvoir militaire, quand on fait preuve d'autoritarisme pour essayer de mater la contestation sociale, ça devient effectivement politique tout ça. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Voilà, quand on essaie d'affamer les syndicalistes, quand on essaie de mater toute contestation sociale, syndicalistes, mouvement d'élèves, évidemment tout ça devient évidemment rajouté à la colère liée au résultat, au trucage des dernières élections présidentielles. Évidemment, tout ça devient politique. Ok, parfait. Donc, vous comprenez qu'il y a plein de choses que vous dites déjà. Hein. On est quand même dans une contestation de 6 mois. Donc, il y a plein de choses que vous dites déjà qui sont déjà connues pour la plupart des téléspectateurs. Hein. Et puis voilà, donc, normalement, allez vraiment au but de la question. Enfin, répondez directement à la question avec au moins 1 ou 2 minutes, si vous voulez. Mais c'est vraiment que les gens sont déjà au fait de tout ce qui se passe. Moi, ce que je voudrais demander, je voudrais vous poser comme question, voilà, on est en face d'un gouvernement qui a des difficultés et on est en face d'une grogne sociale qui prend de l'ampleur. Et Billy Binze, hein, vous l'avez cité tout à l'heure, dit qu'on fait preuve, c'est-à-dire que les syndicats, et les syndicats, surtout des enseignants, font preuve de mauvaise foi. C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne serait pas judicieux ou ce serait pas mieux de régler ce problème-là en appelant, en ayant un peu enfin, en se reconnaissant dans ce gouvernement. Quand je dis en se reconnaissant, c'est-à-dire en reconnaissant que le pays a des difficultés et puis faire certaines concessions pour que, on prend un cahier de charge et puis, je sais pas, on signe peut-être une convention pour dire, l'État est dans des difficultés, mais on s'engage à commencer à payer des vacations ou commencer à réduire la situation dans par exemple, les 6 mois qui vont suivre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que le peuple fait vraiment preuve de mauvaise foi ou bien il y a quelque chose? Non, mais pas du tout, hein, Pat Collins. Le peuple ne fait pas preuve de mauvaise foi. Tout au contraire, le peuple rejette ce pouvoir illégitime, incompétent là aussi. Et ce qui se passe actuellement, ce n'est que la démonstration de ce rejet-là. Mais vous savez, vous évoquiez les 6 mois de contestation et de résistance. Vous savez que majoritairement, et le camp dans lequel nous sommes, nous ne reconnaissons pas le pouvoir en place. Et c'est tout l'objet de notre bataille aujourd'hui parce que nous voulons arrêter le plus tôt possible la souffrance du peuple gabonais. Et cette souffrance-là, nous avons simplifié l'équation. Il faut faire partir le régime au pouvoir actuel au Gabon. C'est-à-dire Ali Bongo et toute sa bande doivent partir par tous les moyens, s'il faut même le dire. Peut-être que je m'avance en vous le disant comme ça. Mais c'est là-dessus, je vous parlais de la problématique de la prise de pouvoir. Pour mettre fin aux souffrances du peuple gabonais, il faut mettre fin à ce régime-là. Le peuple gabonais a désigné un homme au cours des dernières élections. Nous devons travailler à ce que ça devienne une réalité le plus tôt possible. Voici ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Évidemment, pour ajouter un mot, le peuple n'a pas à faire la moindre concession que ce soit. Vous ne trouvez pas qu'il en fait déjà assez depuis longtemps, depuis trop longtemps? Prenons le cas des enseignants. Prenons uniquement le cas des enseignants. Mais depuis combien de temps réclament-ils de meilleures conditions de travail? Depuis trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Donc ce sont là des concessions faites. Et là, au détriment de la formation d'une jeunesse, au détriment de la formation de ce qu'est l'avenir du Gabon. Évidemment, on a en face un régime sourd
Absolument. Qui rajoute à la surdité, évidemment, l'incompétence. Donc voilà, non, je le dis clairement, le peuple n'a pas à faire de concession. Aucune concession à ce régime. Ok, parfait. Donc, la prochaine question va être pour toi, Roland. Donc, ici, imaginons-nous, bon, on va se mettre dans une idée hypothécaire, là. Donc, imaginons-nous que Ali Bongo soit parti le 27 août 2016. Est-ce que vous pensez que les problèmes allaient être réglés par Jean Ping en ce moment-là où nous sommes en train de parler? C'est-à-dire que le 27 août, Ping prend le pouvoir et aujourd'hui, il n'y aura pas eu de grogne. Ça, c'est une question pour vous. Non, évidemment que non. Évidemment que non. Ces problèmes-là n'auraient pas été réglés en un claquement de doigts ou en un changement de régime ou de chef d'État. Mais ça aurait été l'amorce, et ce sera l'amorce d'une nouvelle façon de concevoir les rapports politiques et sociaux dans notre pays. Voilà. Vous savez, quand on sort, il faut regarder partout où cela est arrivé, même si la situation du Gabon reste dans sa façon de faire quand même assez exceptionnelle, il faut quand même remarquer qu'à chaque fois que ce type de situation s'est produit dans le monde, les renversements n'ont pas été, ou les suites n'ont pas été évidentes à gérer. Évidemment que ces difficultés-là, le nouveau pouvoir aurait été confronté aux mêmes difficultés. Mais là, il y aurait eu, du point de vue de la conception du rapport entre nous, Gabonais, mais du rapport aussi entre Gabonais et hommes politiques et hommes de pouvoir, une autre façon de fonctionner, un autre regard. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas simplement, même si c'est déjà extrêmement grave, la gestion politique et économique du pays, mais c'est aussi l'hégémonie d'un même groupe de personnes à la tête du pays. C'est aussi cela qui est en cause. Donc, la première amorce de changement, c'est d'abord aussi le changement à la tête du pays. Donc, merci à toi, Roland. Donc, je vais revenir sur Patrick, juste pour revenir sur les propos ici tenus par Billy Binze, bien entendu. Donc, il y a environ 800, donc plus de 800 enseignants qui vont se retrouver sans leur salaire. Et il y a une dizaine d'entre eux qui vont se retrouver ici sans emploi. Donc, ils vont être radiés de la fonction publique. Est-ce que vous pensez que, enfin, quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est la fin du régime ou bien on pilote à vue maintenant? Le pilotage, Pat Collins, le pilotage à vue n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 2009, que cette bande d'amateurs est au pouvoir, vous savez, ils sont à la fois illégitimes et incompétents. Mais ce n'est pas par méchanceté que nous disons ces choses-là. J'aimerais vous rappeler même une anecdote. Souvenez-vous des logements sociaux. Ils ont construit ce qu'ils ont pu construire. Et puis, au moment de l'attribution de ces logements sociaux, ils décident d'organiser un tirage au sort. Vous pensez que dans un État sérieux, du moins qui se veut sérieux, les choses se font de cette façon-là? C'est-à-dire que plutôt que de bâtir des politiques publiques avec des critères bien précis, ils ne le font pas. C'est vraiment du pilotage à vue, comme vous avez dit, comme tu as dit, pardon, puisqu'on se tutoie et tout. Pour revenir à cette question qui fait l'actualité, mais c'est une grande injustice. Dans un pays, il n'y a pas un droit à deux vitesses. Le droit de grève existe au Gabon. De l'autre côté, le ministre a que quand un enseignant ou du moins un fonctionnaire entre en grève ou un salarié, il doit être amputé de son salaire par rapport au jour de grève en question. Mais à ce moment-là, l'État, en retour, est également dans l'obligation de répondre à ses engagements. Les enseignants qui sont aujourd'hui les 807, je crois, qui sont sanctionnés, c'est sur la base de quoi? Ils ont des revendications qui sont légitimes. Billy Binze lui-même dit que l'État n'est pas en situation d'honorer ses engagements. Mais donc, ces fonctionnaires-là ne sont pas des fous, ce sont des pères et des mères de famille. C'est peut-être aussi l'occasion, c'est une piste pour nous qui sommes activistes ou politiciens apprenants, à se dire on doit également maintenant réorienter notre forme de résistance, parce que si nous voulons que nos familles au Gabon résistent davantage, ces familles-là
ont des enfants à nourrir, à scolariser, à soigner. La diaspora, par exemple, doit être capable d'apporter des réponses concrètes pour soutenir les efforts de résistance syndicale, politique, de nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Il a tout faux, Bilemidze, pour répondre à la question. Tout faux. Donc, je viens de comprendre ici que vous avez parlé d'un point de vue, enfin, vous avez d'un support financier, c'est bien ça, pour pouvoir ici permettre aux gens hein, qui sont quand même, je veux dire, parce que vous savez, au Gabon, c'est ça, hein, on essaie d'attraper ce qui vous permet de vivre. Donc voilà, donc est-ce que vous pensez que la résistance, j'essaie de comprendre hein, votre raisonnement, donc est-ce que vous avez dit que la résistance actuelle ou la contestation au niveau de la diaspora doit être plus orientée ici, apporter un support financier pour ceux-là qui décident de ne plus se conformer à ce gouvernement illégal? Oui, c'est plus que de la résistance, c'est aussi un devoir de solidarité. Vous savez, ces gens qui contestent et qui se battent au Gabon, sont malheureusement tenus par des obligations qui sont tout à fait, j'ai envie de dire, vitales. Il faut bien manger, il faut payer un loyer. Alors quand on demande à un enseignant, par exemple, de maintenir la pression, de manière tout à fait légitime, hein, parce que les revendications sont tout à fait fondées, mais derrière, qu'est-ce que l'État gabonais, du moins ses usurpateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les salaires pour les affaiblir le mouvement. Donc nous, au niveau de la diaspora, qui apportons déjà un certain nombre de choses, et je parle vraiment, ça c'est bien au-delà de la CDG, vous m'aurez compris, je pense qu'on doit envisager maintenant également ce type de stratégie, que ce soit un appui financier, logistique et même organisationnel. Nous, au sein de la diaspora, mais ces choses-là se font tout à fait sereinement, et avec beaucoup d'humilité. Encore, j'insiste là-dessus parce que je ne suis pas en train de dire que nous allons envoyer à nos frères et sœurs là-bas maintenant des millions d'euros et tout ça parce que nous ne les avons pas, mais on doit imaginer des solutions comme ça. C'est aussi ça la solidarité dans la résistance. Parfait. Donc, merci à vous. Donc, je vais passer la main ici à Malcolm du MAPAN qui a une question qui pend depuis quelques minutes. Oui, absolument, Pat Collins. J'ai une question qui pend depuis quelques minutes. Cette question a trait à la structuration de la résistance. Parce que nos invités disent des grands mots, des grands discours, mais pour déloger Ali Bongo du palais, il faut un certain niveau d'organisation, de structuration. Ma question va porter sur le CGR. Hein. Le CGR, quel est le rôle du CGR et quel est le rôle qu'a joué la Convention de la diaspora gabonaise au sein du CGR? Voilà, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la résistance dans la diaspora, on entend beaucoup parler de ce fameux CGR. À quoi sert le CGR? Alors, juste un mot, Patrick. Alors, oui, vas-y. Le CGR, évidemment, vous avez utilisé le mot structuration de la diaspora. Le CGR a été imaginé suite à l'appel qu'avait lancé le président Jean Ping. Je pense au début du mois d'octobre. Donc il fallait qu'ici, au sein des diasporas, de la diaspora gabonaise de France et d'ailleurs, on trouve le moyen de créer une forme de dynamique beaucoup plus large que les instances qui existaient déjà. Ça ne veut pas dire qu'il fallait dissoudre les instances qui existaient au sein d'une entité beaucoup plus large qui aurait été ce CGR-là. Mais c'était ça l'idée, c'est celle-là l'idée. Donc, le CGR, nous avons pris en tant que CDG une part très importante, modeste, mais très importante quand même, à la création de ce CGR-là. Et nous appelons à chaque fois à ce que ce soit une organisation qui fonctionne en ayant cette dynamique-là. Alors, je vais vous arrêter quelques secondes. Vous appelez à ce que ce soit une organisation qui fonctionne. Pourquoi? Vous voulez dire que ça ne fonctionne pas en ce moment? Non, qui fonctionne dans la dynamique qui est celle-là, c'est-à-dire réorganiser ou organiser les forces de la diaspora en leur donnant davantage de vigueur. On a parlé tout à l'heure des sanctions prises à l'encontre de ces fonctionnaires enseignants pour la plupart. Mais il faudrait qu'au sein du CGR, par exemple, il y ait une capacité
à porter ce type de réflexion, d'imagination pour dire qu'est-ce que nous faisons nous. Donc une entité beaucoup plus large. Nous pouvons chacun la faire au sein de sa propre structure, mais la chance de l'existence du CGR, c'est de porter une réflexion beaucoup plus globale. D'accord. Alors, une autre question là-dessus, notamment sur le rôle de la CDG depuis le 31 août 2016. Quelle est concrètement la contribution de la CDG à la révolution citoyenne depuis le 31 août 2016? Bon, mais merci pour cette question, hein, Malcolm. Notre engagement n'a pas commencé au 31 août ou au 27 août. D'ailleurs, je vous rappelle l'une des questions liées à la CDG à manger l'argent de pays. Non, mais on va pas revenir là-dessus. Oui, là, les Gabonais veulent savoir exactement ce que la CDG a fait depuis le 31 août 2016. Depuis le 31 août 2016, je vais vous dire ceci, mais vraiment le plus froidement possible. Je crois qu'il n'y a pas un groupe à Paris que nous n'avons soutenu de quelque façon que ce soit. Je le dis froidement parce que la vérité, des fois, quand elle est dite comme ça peut friser l'arrogance. Nous apportons un soutien idéologique, logistique à toute l'organisation qui s'est faite. C'est un soutien modeste, mais c'est notre contribution à ces éléments-là. Nous continuons ce que nous avons toujours fait, le travail de lobbying auprès des institutions internationales. Nous travaillons également... Quel est le résultat de ce travail de lobbying, par exemple? Rentrons dans le concret, parce que les Gabonais veulent savoir. Vous faites du lobbying, quel est le résultat concret de ce travail de lobbying aujourd'hui? Quelque chose de palpable qui puisse donner de l'espoir à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, dire X, Y, Z ne serait pas du tout sérieux parce que la situation n'a toujours pas évolué. On n'a toujours pas eu l'alternance au Gabon. Donc, se gargariser d'une quelconque victoire, que ce soit, ou d'un quelconque fait d'armes, je crois que ce ne serait pas lucide. Vous savez, il y a également... parce que c'est d'ailleurs pourquoi on dit que nous sommes discrets ou nous sommes coupés en ceci ou cela. La CDG n'est pas un spécialiste, par exemple, des manifestations de rue. Vous le savez, on a dû vous le dire. La contestation la plus visible aujourd'hui, elle est à travers les marches entre le Trocadéro et l'ambassade ici en région parisienne. Nous avons, dès le 31, soutenu tous les mouvements qui y contribuaient, financièrement, par les idées et tout cela. Maintenant, si vous attendez de moi que je puisse vous dire que nous avons rencontré tel ou tel acteur majeur de la politique française ou de l'Union européenne, je crois que ce ne serait pas sérieux parce qu'il y a quand même une dimension. On vous a dit que nous étions premièrement d'abord une structure lobbyiste, donc il y a quelques petites choses qu'on fait qui sont du niveau de la stratégie qui ne serait pas bien de révéler comme ça. Maintenant, si les questions qui viennent de vos auditeurs voudraient que la CDG vous dise qu'on fait ceci, qu'on organise les marches là, ou qu'on rencontre tel ou tel ministre français ou député européen, ce n'est pas notre façon de travailler. Bon, je vois que vous maîtrisez très bien, le discours politique, hein. Non, c'est pas une maîtrise. Moi, je parlais. Non, mais on se parle franchement. Oui. Moi, je vous dis. Alors, pour beaucoup dans l'imaginaire, parce qu'on va se dire les choses très très sérieusement. Oui, exactement. Disons-nous les choses. Beaucoup pensent que le mouvement contestataire est né du 31. Mais enfin, il y a quand même des gens, même avant nous, bien avant 2009, qui ont travaillé à dénoncer ce régime, à tenter des choses. Donc, encore une fois, je vous disais, ce combat-là, il faut mettre vraiment une dose d'humilité dans ce que nous faisons. Parce que les bongos sont toujours au pouvoir et que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas connu cette alternance-là. C'est très très important de pouvoir... Il ne faut pas que la contestation devienne une simple contestation spectaculaire et des manifestations, quoique importantes, parce que ces manifestations, ces marches entre le Trocadéro et l'ambassade ont une raison d'exister et sont sacralisées ici en région parisienne, par exemple. C'est utile. Et rappelez-vous, je vous disais que
il est important dans ce type de combat d'avoir une spécialisation des tâches. Nous sommes là, on sait faire un certain nombre de choses et peut-être pas d'autres. Mais c'est notre part, c'est notre contribution à ce combat-là. Nous n'avons pas une omniscience. Donc, merci à toi, Patrick, et à Roland, là. Donc, je vais juste rebondir dans ce qui a été dit, là, par rapport à un peu les activités que vous menez. Je comprends bien que vous êtes une association, donc, en tant qu'association, il faut bien qu'on sache ce que vous faites, hein, même étant enregistré en France. Donc, normalement, il y a des documents, hein, qui doivent arriver pour ce qui est du rapport d'activité. Mais tout bon, à fait. Si ça doit rester... Je peux vous en parler. Si telle était la question, ben tiens, je vais vous parler d'une activité. Vous savez, samedi prochain, samedi 25, nous allons faire notre rentrée politique. Exactement, c'est là où je venais. C'est là où je venais. Vous m'avez parlé, au départ, on a parlé d'association et là, on parle d'entrée politique. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Alors, parce que nous sommes en France, je vais vous dire clairement, on aurait été au Gabon que notre organisation aurait pu être un parti politique. Mais comme nous sommes en France et qu'en déclarant notre association de manière légale au niveau de la préfecture, l'objet de notre association aborde des questions politiques. Quand on parle de promouvoir la démocratie au Gabon, quand on parle de contribuer à l'installation d'un véritable état de droit au Gabon, il ne faut pas avoir peur des mots. Nous abordons des questions politiques. Bien évidemment, nous les abordons, même si c'est dans le cadre du bénévolat. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique, on est plutôt vraiment dans l'apprentissage. Et chaque année, ici, nous commençons nos activités de manière officielle par une rentrée politique, comme le font les partis politiques, des organisations de ce type-là. C'est un moment où nous faisons le point sur les activités de l'année précédente et nous évoquons également ce que nous allons faire pour l'année qui s'ouvre. Sans vous interrompre, oui. C'est à peu près ça qui est un peu... Enfin, moi, je trouve qu'on joue... Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce qu'on est en train... Enfin, ce qui est en train de se dire peut-être, ou bien la manière dont c'est énoncé aux gens qui vont venir à votre manifestation, votre entrée politique, parce qu'il y a plusieurs organismes, on va se dire très clair, il y a plusieurs organismes qui s'occupent aussi des droits de l'homme, qui se trouvent du développement, qui se trouvent de la démocratie, mais qui ne font jamais de rentrée politique parce que ce sont des associations apolitiques pour contribuer, hein, à ce que ces choses-là passent. Maintenant, si vous me dites dans vos statuts que c'est écrit apolitique et que vous me dites entrée politique... Non, notre association, qu'il n'y ait pas de méprise, notre association n'est pas apolitique. Bien au contraire, je vous ai dit, on ne peut pas parler d'être apolitique quand le fondement, le cœur même, l'objet de la création de ce groupe-là a été la lutte pour la démocratisation du Gabon, pour l'installation d'un véritable état de droit au Gabon. Vous savez pourquoi cet objet-là? Simplement parce que, en réfléchissant bien, on s'est dit, de toute façon, pour que le Gabon se développe, il faut la démocratie. Il faut un état de droit, c'est-à-dire un état où on respecte les règles, les lois. Tu ne peux pas aujourd'hui créer une entreprise et avoir peur que, par exemple, le régime Bongo PDG vienne t'empêcher de travailler dans ton bon droit, même si tu as respecté toutes les procédures. C'est aussi ça, l'état de droit. Respecter les lois et que les lois soient appliquées à tout le monde de manière équitable. Nous ne sommes pas apolitiques. Bien au contraire. Simplement, parce que nous sommes domiciliés en France et que nous ne pouvons légalement pas créer de parti politique en France, nous avons donc fait le choix de créer cette association-là, qui est claire, hein, dans nos statuts, on aurait pu vous les véhiculer. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, nous lancerons un site internet où tous les compatriotes et amis du Gabon pourront vérifier ce que je vous dis là. Le but de notre association aborde, entre autres, les questions politiques et nous les assumons pleinement. On ne va pas se cacher derrière des mots comme citoyen, tout le reste. Non, nous faisons de la politique. Il faut pas avoir peur de ces mots-là, mais la politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire s'occuper des problèmes de la société et apporter des solutions. Roland, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Oh non, je pense que c'est clair, hein. Pat Collins,
Non? Non, non, non. Ce n'est pas clair. C'est Non, clair, Je vais redonner. Je vais redonner la parole ici à Malcolm du Mapan pour continuer. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Absolument, absolument, Pat Collins. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes toujours avec les membres de la CDG, la convention de la diaspora gabonaise, et vous êtes bien évidemment en direct sur Je dénonce 241 et sur Résistance TV. Messieurs, j'ai une question à vous poser. Si Bruno Ben Moubamba vient vous proposer le dialogue de son chef Bongo, quelle sera votre position? Réponse claire, nette et sans bavure. Les Gabonais vous écoutent. On l'envoie dans les cordes. On le renvoie dans les cordes. Et je pense que si on dira non dans toutes les langues, je crois. D'accord. Donc vous nous dites aujourd'hui, il n'y a aucune chance qu'on retrouve des membres de la CDG dans quelques jours au dialogue, quoi. Aucune chance. Ça, je peux vous l'affirmer. Et d'ailleurs, je vous le dis, et clairement, c'est si d'aventure, parce qu'on a un certain nombre d'adhérents et de membres, si l'un d'entre nous se retrouvait à ce dialogue-là, mais on appliquerait nos textes, il serait d'emblée, ipso facto, exclu. La position du groupe CDG est non au dialogue. À moins que ce soit un dialogue qui soit là pour simplement rétablir la vérité des urnes, c'est-à-dire porter Jean Ping au pouvoir. D'accord. Mais si ce n'est pas le cas... On vous reçoit 5 sur 5, c'est non à Bruno Ben Moubamba et sa tentative de dialogue, le dialogue avant le dialogue. Alors, une question quand même, une question à deux volets. La descente de Jean Ping à plein ciel, est-ce que c'est de la récupération politique? Premier volet. Et deuxièmement, qu'est-ce qui a manqué à l'opposition pour renverser la vapeur? Parce que ça fait 6 mois que Jean Ping a gagné les élections et qu'Ali Bongo est toujours au palais du bord de mer. Donc, qu'est-ce qui a manqué à l'opposition? C'est la deuxième question, le deuxième volet. D'accord. Mais vous savez, Jean Ping a fait la démonstration ces 3 dernières années que c'était un homme du peuple et de proximité. Vous avez vu sa campagne. Durant presque 3 ans, il a parcouru le Gabon. Et quand il va à plein ciel, c'est vraiment pas de la récupération politique, mais plutôt du domaine même de l'humain et de l'empathie. Parce qu'avant tout, nous sommes tous des humains. Et quand il y va, c'est également un geste de solidarité patriotique envers ces populations-là qui subissent les conséquences de ce régime-là, qui subissent l'incompétence de ce régime-là. Maintenant, quant au deuxième volet de votre question, je vous ai parlé tout à l'heure là de l'humilité. L'humilité dans le combat que nous menons là, parce que si l'un d'entre nous avait des solutions idoines, le Gabon serait sorti de la dictature du Bongo PDG depuis des années. Donc, ce que Jean Ping a fait là, de la bouche de certains observateurs même, de la société civile ou quoi que ce soit, il a poussé le combat politique à un niveau très haut. Oui, mais je vais vous arrêter parce que nous sommes là sur un point crucial dans l'émission. Mais moi, je vous pose une question simple. Je vous demande, qu'est-ce qui a manqué à l'opposition? Pas qu'est-ce que Jean Ping a fait. Qu'est-ce qui a manqué à l'opposition pour qu'Ali Bongo ne soit plus au palais du bord de mer? Voilà la question. Alors, je peux dire 2 mots? Oui. Ouais, allez-y. C'est pour ça, mais on va y rester comme c'est le cœur de l'émission. Roland, vas-y. Oui, voilà. D'abord sur la toute première question, enfin, mais juste un mot. On ne peut évidemment pas faire de reproches, mais ça, c'est un discours bien huilé, souvent de la part de nos compatriotes du PDG. On ne peut évidemment pas reprocher à un homme politique de descendre sur le terrain, rencontrer ses compatriotes. Et dans la situation qu'ont vécu ces compatriotes de plein ciel, des quartiers de plein ciel et autres, il était tout à fait normal que Jean Ping descende sur le terrain. Alors, sur ce qui a manqué effectivement à l'opposition, bon, on peut formuler de nombreuses hypothèses, mais là encore, nous n'en sommes pas à essayer de dénoncer ou essayer de trouver ce qui n'a pas manqué. Je pense qu'il est encore possible, et il est possible de renverser la vapeur
de trouver des solutions. Peut-être qu'il a manqué quoi? Un peu de préparation. Enfin, on ne va pas aller jusqu'à dire qu'il a manqué de la préparation militaire à l'opposition. Non, c'est pas ça. Alors, on peut aussi supposer que qu'il y avait un peu moins de vigilance sur les résultats du Haut-Ogooué. Il y a des hypothèses comme ça qu'on peut formuler, mais il se trouve que non, ce n'est pas tellement le moment, parce qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à récupérer dans la victoire qui a été volée. Et donc, voilà, on ne peut pas se lancer dans des hypothèses de ce type-là, parce que oui, il a pu manquer certainement beaucoup de choses, mais en toute humilité, on devrait regarder attentivement, analyser un peu plus encore. Malheureusement pour nous, on est aussi bien dans l'analyse et dans l'action. Donc c'est difficile de mener les deux barques à la fois. Justement, Malcolm, pour ajouter un élément à ce niveau-là, je pense que nous ne sommes pas... Personnellement, je m'interdis encore publiquement de faire l'analyse de ce qui aurait manqué ou quoi que ce soit, parce que quand on constate ce qui a manqué, on apporte les corrections pour prendre le pouvoir dans cette séquence-là. Nous ne sommes pas encore sortis de la séquence post-électorale. Viendra le moment du bilan où chacun devra répondre de ses faits, de son activité, clairement, parce qu'on fera le bilan en prenant le pouvoir, après avoir pris le pouvoir, ou même, le cas échéant, si jamais on échouait, parce que c'est une possibilité aussi. Dans ce combat-là, il faut rester objectif. Hein. Il ne s'agit pas de simples vœux pieux de l'esprit, on va prendre le pouvoir comme ça. Mais dans l'une des hypothèses, parce que tout à l'heure, on parlait de l'implication des uns et des autres. Dans une des hypothèses, comme l'évoquait Roland, vous savez, je crois que si on peut d'emblée, comme ça déjà, dire ce qui aurait plus manqué au pays, si on s'arrête sur les chiffres en termes d'élections, là c'est vraiment un regard personnel que je vous donne. Hein. C'est dire que je ne m'explique pas que dans un pays comme ça, comme le nôtre, sous cette dictature-là, qu'il y ait eu un taux de participation aussi faible. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il approchait à peu près presque les 50%. C'est-à-dire qu'un Gabonais sur deux n'est pas allé voter. Pire même encore, regardez la diaspora, parce que parfois on voit... bon, je le dis, hein, nous ne sommes pas encore dans l'analyse, mais parfois on voit certains donneurs de leçons, je le dis tout à fait froidement, qui n'étaient même pas enrôlés, qui ne se sont pas contentés déjà d'être dans la position du citoyen, c'est-à-dire celui qui pouvait voter. Je vous disais tout à l'heure, en France, c'est à peu près 15 000 Gabonais. Et 2800 seulement étaient enrôlés. Ça fera partie des analyses que nous ferons tout à fait froidement, quelle qu'en soit l'issue. Parce que des donneurs de leçons et des torpilleurs au sujet de la CDG ou quoi que ce soit, nous avons travaillé sur ces sujets-là. Et on répondra chacun à son niveau sur toutes ces questions-là. Donc, des choses qui auraient pu manquer, c'est davantage d'implication, comme on a pu le constater à partir du 31 août. C'est peut-être le lieu d'interpeller nos frères et sœurs à la fois du Gabon, mais également au sein de la diaspora, pour dire que toutes les associations que vous voyez là, ce sont pour la plupart des bénévoles qui ne peuvent trouver de légitimité et de force qu'avec l'implication de chaque compatriote, notamment ici dans la diaspora. Le paysage associatif et politique est suffisamment large. Engagez-vous pour que nous fassions plus, pour que nous fassions mieux. C'est aussi ça notre combat à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup, Pat Collins, c'est à toi. Et là-bas, merci. Allô, bonsoir. Bon, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Pat. Ok, parfait. Donc, en fait, c'est parce que je mute souvent mon micro, là, comme c'est le cas, pour ne pas trop avoir d'interférences. Je voudrais juste revenir sur ce qui est de l'organisation. On a parlé de beaucoup de choses, là. Oui, il y a eu des manquements. On ne peut pas s'en cacher. Il y a eu des manquements parce que vous avez évoqué un aspect assez important. On est au Haut-Ogooué. Normalement, au Haut-Ogooué, si on envoyait juste un représentant, on doit avoir 1000 là-bas pour pouvoir surveiller ce qui se passe. On dit ça comme ça parce qu'on sait que c'est le PDG et ce n'est pas des novices qui sont allés à l'élection avec Ali Bongo. Ils savaient déjà comment ils le font. Normalement, s'ils sont dans
ils sont ils étaient dans le parti, ils savent comment ça se passe. Mais bon, mais maintenant, aujourd'hui, nous sommes à un point où on ne fait jamais de bilan. On ne fait jamais enfin, on n'essaie pas de se coordonner pour dire, bon, voici ce qu'on a fait, ça n'a pas marché. Bon, on ne fait jamais de bilan, mais on continue avec les lacunes et chacun part de son côté. Parce que c'est un peu ça. On va se le dire très clair. Je n'ai pas encore vu une rencontre là où on faisait le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché, ça, mais pourquoi ça ne marche pas? On continue juste. Et on est en train d'avoir d'autres lacunes parce que précipitation, se précipiter ou la spontanéité n'est pas bon en politique. Donc, c'est vraiment là où vous êtes. Vous êtes dans la politique et vous devez être dans la stratégie politique. Les stratégies politiques se préparent 2, 3, 4 mois avant l'événement ou avant la date où on veut frapper. Parce que ce que nous, on a remarqué, c'est que c'est du tic au tac. Genre, là, on est là aujourd'hui, on apprend aujourd'hui qu'il y a une rentrée politique de votre part. Peut-être que vous l'avez, c'est quelque chose de communication, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, on va voir qu'il faut aller, on va dépêcher des gens pour aller à l'Union européenne. On apprend ça une semaine avant. Il faut aller. Donc, on n'a pas eu tout ce qui est logistique pour pouvoir parler de ça suffisamment pour que on ait... Peut-être que là, on va voir peut-être 200 personnes. Mais peut-être que si on avait fait ça avant, 3000 personnes. Genre, c'est juste un exemple. Donc, tout se fait... en fait, c'est comme si c'est Ali Bongo qui tenait le jeu. Et puis nous, on essaie de contrecarrer à chaque fois qu'il fait quelque chose. Entre-temps, nous devons avoir la main. Quand on a la main, on frappe. Et puis, eux, ils sont obligés de faire la même chose. C'était comme ça que ça s'est passé avant. Aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas cette rétrospective ou bien on fait un peu le bilan de ce qui s'est passé et on essaie de réorganiser les choses? C'est ça ma question. Roland, je trouve que tu as tout à fait raison, Pat Collins. C'est vrai qu'on semble être dans une espèce de culture où le bilan n'est jamais la chose que nous regardons de près. Hein. Enfin, n'est jamais la chose pour laquelle nous nous précipitons, vers laquelle nous nous précipitons. C'est vrai, c'est un manque, c'est une entorse d'ailleurs même au fonctionnement de toutes les structures. On devrait pouvoir avoir le temps de regarder ce qui a pu mal se passer, ce qui s'est moins bien passé, ce que nous avons par ailleurs réussi. Et c'est vrai que c'est un reproche qui sied à toutes les organisations. Cela dit, on est, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, en ce qui concerne la période que nous traversons, nous sommes encore dans une séquence. C'est vrai qu'elle est assez longue. C'est vrai qu'elle est assez longue. C'est vrai que nous devions pouvoir reprendre la main, comme tu dis. En tout cas, nous, pour notre part, c'est ce que nous faisons en faisant cette rentrée politique. C'est recentrer, pas nous recentrer en tant que CDG, mais reprendre la main aussi, imprimer nous-mêmes aussi le calendrier de nos actions. C'est vrai qu'on est happé encore par cette séquence-là, mais que nous partageons entièrement. Hein. C'est vrai, cette culture du bilan nous manque à une échelle beaucoup plus large, manque notamment, il me semble, aux autorités les plus hautes de l'opposition, mais ont-ils seulement le temps? Parce qu'il faut aussi regarder la situation en face. Il y a une actualité qui est brûlante, il y a des choses à planifier, il y a des aides à apporter, il y a des discours, certainement des stratégies à bâtir aussi. Donc, on ne peut pas préjuger du fait que rien n'est fait dans ce sens-là. Mais, par ailleurs, les bilans sont aussi faits. Je pense que les bilans sont aussi faits et il faut simplement essayer de regarder, enfin, insister sur l'idée qu'on aimerait bien que tout ça soit annoncé à l'avance. Mais, oui, par ailleurs, il n'est toujours pas bon de tout annoncer à l'avance non plus. Hein. Donc, voici fait le reproche du bilan, mais je pense que les gens travaillent par ailleurs. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, pas de problème. Oui, je vais juste revenir là-dessus par rapport à on ne doit pas dévoiler tout à l'avance. On se rappelle bien que on avait un problème de dire on est dans la stratégie, on peut pas mettre en place, on peut pas dire les stratégies, mais vous oubliez quelque chose. Vous êtes en train d'être composé avec un peuple qui ne fait pas partie de votre stratégie. Et si vous préparez des stratégies et que le peuple n'est pas au courant, c'est normal que ça foire. Je vais vous le dire très clairement, parce qu'une stratégie qui est tenue secrète jusqu'à 1 jour, 2 jours, 3 jours, et vous voulez que ces gens-là que vous voulez inclure rentrent dans cette stratégie, mais ça ne va jamais marcher. Donc, il faudrait, oui, on comprend qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, mais moi, je me dis, par exemple, je prends un exemple très simple, il y a des gens qui savaient depuis 1 mois déjà qu'ils devaient avoir
une résolution à voter au Parlement. On l'a su depuis Nairobi. Personne n'a préparé les gens. On l'a su depuis Nairobi. Personne n'a préparé les gens. C'est à une semaine où on commence à dire, les gars, il faut aller, il faut aller. Non, on n'a pas fait assez de bruit là-dessus. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que ça va forcément... Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et quand je parle de stratégie, évidemment, je ne dis pas qu'il faut terrer les stratégies, ne pas les partager. Non, non, je dis simplement qu'effectivement, il manque certainement aux organisations qui existent, politiques, associatives, activistes, il manque certainement une forme d'anticipation qui fait qu'elles soient, chacune d'elles, à son niveau, en phase avec la masse de population que nous formons. Donc c'est là qu'est la difficulté. Donc, est-ce que ces stratégies-là, ou même simplement ces programmes, ces agendas, on n'est pas... Stratégie est certainement un trop grand mot qu'on mêle à tout. Exactement, exactement. Pour ajouter quelque chose, oui, Roland, moi je suis tout à fait d'accord avec ta chute, parce que tout n'est pas de la stratégie, hein. Il y a des choses qui sont simplement d'un agenda politique ou associatif. Je pense notamment à notre rentrée politique. C'est pas de la stratégie, c'est même une habitude. Tous les ans, depuis 2012, depuis qu'on existe, il y a ce moment-là. Pour revenir à l'épisode donc de l'Union européenne avec la résolution et tout le reste, ce n'est pas du domaine du stratégie. Ce qui relevait même à la limite de la stratégie, c'est tout le travail de lobbying qui a été fait auprès des députés européens, des institutions internationales. Là, on peut dire que c'est du domaine de la stratégie parce qu'on va négocier avec tel ou tel groupe parlementaire de l'Union européenne. Ça, pour ce type de négociation-là, on n'a pas besoin d'organiser une manifestation ou quoi que ce soit, Pat Collins. Maintenant, oui, je suis tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas suffisamment dans l'anticipation, comme le disait Roland, dans même la préparation, comme tu le relevais, et tout. Mais il faut également que nous, organisations de la diaspora, puissions ramener les choses à un certain niveau d'humilité. J'insiste à nouveau là-dessus, parce que nous ne savons pas tout faire et nous ne pouvons pas tout faire. Parce que les membres, les activistes, les membres des différentes associations à côté, ce sont principalement des bénévoles. À côté, ils ont des vies professionnelles, à gauche, à droite, et n'ont pas toujours le temps de donner toute la plénitude, toute la disponibilité nécessaire pour bien faire les choses. Je ne suis pas en train de chercher des échappatoires, mais c'est une réalité. Parce que regardez, comment aller manifester massivement au Parlement européen un jour de semaine, quand on sait que on travaille à côté, et que c'est même grâce à ce travail-là que nous sommes incorruptibles. Parce qu'on travaille, on peut financer la location d'une salle, on peut financer le paiement d'un bus qui va conduire des compatriotes à aller à Bruxelles et tout le reste. Donc ça aussi, il y a des contraintes sur lesquelles appuyer le régime en face, parce qu'ils savent, en tout cas pour ceux qui concernent la diaspora, qu'à côté, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des étudiants, ce ne sont pas des professionnels de la politique. Donc à un moment donné, nous sommes limités par cette contrainte-là, qui peut paraître comme ça négligeable, mais c'est quand même très important, à mon avis, de rajouter cet élément-là. Et on fait au mieux, avec nos qualités et nos défauts. Merci à vous. Ou notre influence. Merci à Roland et merci à Patrick. Je vous rappelle que nous sommes avec des représentants de la CDG aujourd'hui sur Résistance TV, sur Jeux de Noces 241. Malcolm a une dernière question sur ce volet avant de passer à la suite. Une question ou bien une rumeur, Malcolm, dis-nous? Non, c'est une question. On ne sait jamais, parce que ça c'est du style journalistique aussi. Hein. Mais vous avez bien compris que la CDG est une organisation qui ne laisse pas les gens indifférents, et c'est normal que pour une première sur Jeux de Noces 241, que vous puissiez avoir la parole pour justement dire ce qui est de l'ordre de la rumeur et ce qui est de l'ordre du concret. Hein. Justement, en parlant de concret, oui. Quelle est la position de la CDG par rapport aux élections législatives de Bongo? Notre position, elle est claire là-dessus, et la question ne se pose même pas, parce que en l'état actuel,
il n'y a pas moyen que nous puissions, de près ou de loin, aller ou encourager des élections législatives. Nous sommes vraiment, véritablement, nous ne sommes pas encore sortis de la séquence post-électorale. Tout ce à quoi la CDG réfléchit aujourd'hui, c'est à aider le peuple gabonais à retrouver sa dignité. Donc vous dites niet, aux élections législatives de Bongo. C'est en clair, c'est ça? Tout à fait. D'accord. D'accord, très bien. Bon, ben c'est clair, au moins c'est clair, parce que on a souvenance d'un grand débat dans une salle parisienne où certains étaient favorables, d'autres pas favorables, etc. Au sein de la CDG? Non, pas au sein de la CDG, au sein de la diaspora gabonaise, lorsque nous avons reçu Jean Ping, le président élu. Donc, on a vu qu'il y avait des voix discordantes à ce niveau-là, et les Gabonais veulent savoir. La CDG est une grande organisation de la diaspora. On veut savoir quel est son positionnement par rapport aux élections législatives, tout simplement. Donc, vous avez répondu très clairement. Votre réponse est claire. Donc, on va enchaîner, hein, Pat Collins. Et on va enchaîner avec enfin, c'est toi qui vas enchaîner la partie. On peut voir un peu comment est-ce que le ressenti de cet entretien se fait sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on passera bien entendu au quiz de Malcolm du Mapan. Oui, absolument, pas de Collins. Sur les réseaux sociaux, bien évidemment, hein, comme à chaque fois dans les émissions que nous faisons, beaucoup de gens sont venus regarder, bien évidemment. Hein. On compte près de 2000 personnes qui ont vu l'émission et plus de 70 personnes en connecté en live sur Facebook et presque autant sur YouTube, sur les deux canaux de diffusion de ce soir, Jeux de Nord 241 et Résistance TV. Et d'ailleurs, ces personnes qui ont suivi l'émission ont laissé des petits commentaires. Hein. Ça n'appelle pas forcément une réponse de votre part. Hein. Je cite Judith, par exemple, qui dit « Vous allez vers les politiciens et vous n'êtes pas capable de nous dire ce qui a manqué. Dites-nous tout, là, maintenant, puisque on vous donne la parole. » Sandra qui dit « C'est sûr que personne n'a de solution toute prête pour faire dégager Iboubou et ça va prendre du temps alors qu'il faut s'armer de courage. » Véchaud, qui dit « C'est pour Patrick Mivila. Hein. Quel bilan tire-t-il de sa gestion de la trésorerie de la coopérative scolaire du temps où il était au lycée Mba ?» Bon, la question n'a plus rien à voir, mais vous aurez l'occasion de répondre à Véchaud directement. Sonia qui dit c'est pas seulement le bilan, c'est aussi l'organisation, bien évidemment. Donc là, ça fait référence justement à ce qui n'a pas marché ou ce qui aurait dû être fait pour que on dégage Ali Bongo du pouvoir. Walcott qui nous dit maintenant quelles sont vos actions concrètes pour aller dans le sens de la récupération de la victoire. Et puis on a aussi Messire que tout le monde connaît, Messire Wilfried Nandon, qui vous remercie, hein, Patrick et Roland, qui vous dit que vous avez eu des très belles réponses, hein, bien évidemment. Et puis d'autres personnes qui ont bien évidemment commenté notre émission ce soir avec nos deux invités, Patrick Mivila et Monsieur Ikonga, bien évidemment, qui représentent ce soir la convention de la diaspora gabonaise, Pat Collins. Ben entendu, donc à ce moment-là, est-ce que on peut passer au quiz, bien entendu, le quiz de Malcolm du Mapan, donc sans langue de bois, s'il vous plaît, répondez aux questions très sereinement. Absolument, Pat Collins. Patrick Mivila et bien sûr son collègue Roland Ikwanga. Mais ce ne sont pas des réponses communes, rassurez-moi. Non, mais là on arrive dans la partie la plus sympathique de l'émission. Oubliez tout ce que vous avez subi avant. C'était vraiment une torture, toutes ces questions, toutes ces rumeurs à propos de la CDG. Voilà, donc là on arrive maintenant au moment où vous pouvez respirer un peu là dans l'émission. C'est le quiz de Malcolm du Mapan, bien évidemment. Et puis je vais vous poser quelques questions. Je vous rappelle juste le principe, hein. C'est très simple. Vous avez le choix entre deux réponses. Et c'est tout. Vous nous dites simplement le choix que vous prenez, hein, entre deux réponses que je vais vous citer. Bien évidemment, je prends un exemple. Hein. Si je vous dis par exemple Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, ben voilà, vous choisissez l'un ou l'autre, quoi, par exemple. Hein. Bon, vous n'avez droit qu'à un seul joker. Un seul joker. Bon, bien sûr, vous répondez comme vous êtes deux à tour de rôle, bien évidemment. Hein, c'est comme vous voulez. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut y aller? On est prêt. On peut y aller. D'accord, très bien. Alors, Emmanuel Macron ou François Fillon? Emmanuel Macron. Macron, alors. Franc CFA ou monnaie gabonaise? Franc CFA.
Ça Français. divise, hein. On peut ne pas Français, être d'accord. Hein. D'accord. Français. Alain-Claude Bilibinze ou Bruno Ben Moubamba? Ouh là là. Ça restera difficile comme ça jusqu'au bout? Non, vous avez droit qu'à un seul joker, je vous signale. Hein. Alors, je connais pas le reste des questions, mais je pense que je vais griller mon joker. Ah oui, non, mais c'est que j'ai même peur de griller mon joker également parce que. Bon, mais vraiment, comme c'est la première fois, ils vont nous accorder un joker supplémentaire. Mais Non, c'est impossible, c'est impossible. Joker. Non, mais je vous rappelle, vous êtes sur Je dénonce 241. Donc là, il faut vous engager là dans les réponses. La prochaine question va être tout aussi tortueuse. Ngoyo Moussavou ou Meksan Akrombessi? Oh non. Bon, pour jouer le jeu, ben, Ngoyo Moussavou. Bon. Tata Huguette ou Lanlaire? On a encore des jokers ou pas? Vous avez épuisé vos jokers. Là, franchement, je joue le jeu, hein, mais je joue le jeu. Les jokers sont terminés. Lanlaire. Je vais par solidarité suivre. Non, on va s'annuler. Allez, tiens, je vais prendre Tata Huguette. Voilà, D'accord. comme ça, au moins, l'effet s'annule. D'accord. Casimir Oyemba ou Mukani Iwangu? Alors, Casimir. Mukani. Mukani. Des hommes de valeur. Laurence Ndon ou Nicolas Sédé? Laurence. Élection législative ou révolution citoyenne? Révolution citoyenne. Désobéissance civile ou dialogue? Désobéissance. Ali Bongo Ondimba ou Omar Bongo Ondimba? Oh là là. Oh. Écoutez, comme c'est la première fois, on peut mettre un autre joker parce que. Il n'y a pas d'autre joker. Non, il n'y a pas d'autre. Vous avez grillé vos jokers, c'est plus possible. Fini, il faut garder le joker, ne sait jamais. Omar Bongo. Oui, on va dire, de là où il est, ouais, bon. Oui. Mais bon, c'est la racine du mal, quoi. Mais bon, on va dire Omar Bongo. Alors, Gabon 24 ou TV+? TV+. TV+. Oui. Gros bouquet ou salon marocain? Je sais pas, est-ce que ça a une signification particulière? Non, vous choisissez. Le marocain. Le salon marocain, c'est le salon d'Ali Bongo où il reçoit les gens. Hein. Ah. Non, gros bouquet dans ce cas. Alors, Bertrand Zibi ou Daniel Mengara? Bertrand Zibi pour Daniel Mengara. D'accord. Jean Ping ou André Mbaobam? Jean Ping. Voilà, vous avez réussi avec brio. Hein. Bon, la qualité des réponses ne compte pas. Hein. Le but du jeu, c'est juste que vous reprendiez. Et puis les auditeurs se font leur propre idée, bien évidemment. On a vraiment joué le jeu. Voilà, Pat Collins, c'est la fin du quiz de Malcolm Dumapan. À toi l'antenne, Pat Collins. Merci à toi Malcolm et merci à vous, chers invités. Donc, vous êtes toujours sur Résistance TV et Jeux de Nord 241. On va donner à nos invités l'opportunité de pouvoir donner leur mot de fin. Donc, on va commencer par Roland Ikwanga. Écoutez, le mot de fin, il est assez simple. C'est d'abord mes vives félicitations à ce que vous faites depuis quelque temps. Donc, il m'est arrivé de vous regarder, de vous écouter. Et c'est vraiment sincèrement que je vous fais mes encouragements. Et par ailleurs, on l'a dit, s'il faut dire un mot à l'ensemble des compatriotes et à vos nombreux auditeurs, c'est de les encourager à s'engager véritablement. Je pense que l'époque qui s'ouvre pour nos enfants, pour nos petits frères, nécessite que nous donnions davantage que ce que nous faisons actuellement. Donc c'est vrai que c'est bénévole, ça prend beaucoup de temps, mais ce n'est que par cette voie-là que nous arriverons à tirer quelque chose de notre pays qui ne cesse de s'enfoncer. Voilà. Merci à toi Roland. Et on va donner la parole à Patrick Mivila. Oui, mais vraiment dans le droit fil de ce que Roland a dit, moi je vous remercie déjà pour la possibilité que nous avons donnée et j'espère que les réponses que nous avons apportées à vos auditeurs
se rapprochaient de ce qu'ils attendaient. En tout cas, c'est notre part de vérité. Bravo à ce que vous faites, parce que quand on conjugue le talent avec le travail, ben, ça donne le résultat du succès de votre émission, de ce que vous faites. Donc bravo encore, et surtout ne lâchez rien. À vos auditeurs comme à vous, ben, pour ceux qui peuvent, qui sont en région parisienne, en France en tout cas, sachez que ce samedi 25, après la traditionnelle marche du samedi, nous faisons notre rentrée politique, la CDG, aux 10 places de la République, hôtel Crown Plaza, avec de nombreux compatriotes, des aînés, parce que la CDG, c'est aussi cette synergie intergénérationnelle-là. Nous avons par exemple un symbole de la résistance comme Monsieur Luc Bengonsi, qui sera à nos côtés pour échanger sans langue de bois et de manière tout à fait patriotique. Donc moi, j'invite nos compatriotes ici et amis du Gabon qui peuvent faire le déplacement à venir nous rencontrer pour voir réellement que les compatriotes que nous sommes au service de la communauté gabonaise, et avec nos défauts et nos qualités. Donc vraiment merci et bravo pour ce que vous faites dans ce combat-là, en tout cas. Et j'espère qu'on sera amené à venir répondre encore à quelques rumeurs. N'hésitez pas à nous solliciter à l'avenir. Donc, pas de souci. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Donc, c'est la fin de cette émission. On remercie nos éditeurs, aussi les invités. Malcolm Dumapan, hein, qui fait partie de mon panel. On a aussi James en sourdine, hein, qui a regardé un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais aussi Adèle Frédéric Andon, qui est de la partie, qui est là, hein, juste un superviseur. Il ne faut pas qu'on tape trop sur ces gens-là. Mais bon. Mais merci, ça s'est bien passé. Merci encore à tous ceux qui ont commenté. Donc, je vois ici qu'on avait Kat du côté de Facebook. On avait Stéphanie aussi. On avait Clovis. Merci à vous de votre fidélité. Je vais sûrement oublier certaines personnes. Mais en tout cas, sachez que les réactions d'aujourd'hui ont été superbes. Moi, j'ai aimé. Donc, voilà une bonne discussion entre vous. Et puis aussi du côté de YouTube, de Résistance TV, je ne sais pas si Malcolm voulait ajouter quelque chose pour les auditeurs de... Oui, absolument pas de Collins. On remercie les auditeurs de Résistance TV, ceux de Jeux de 241, bien évidemment. On remercie Nyangui Sincère, Gustave Abaga, Margot Kombila, Roli Chaga, Safia Abdou. On remercie Messire Wilfried qui nous écoutait également, Louise Flore, Nit, Amande. Bon, vous étiez nombreux, on peut pas tous vous citer. Merci de nous suivre sur nos différents canaux de diffusion. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission avec bien sûr la team Je dénonce 241. Parfait. Donc, merci à vous. Ben, je vous laisse et puis on se dit à très bientôt. Hein. Aussi, merci à vous tous qui avez été là, Roland et Patrick. Hein. Donc, merci les gars, merci à vous. Merci. Si jamais il y a une communication, s'il y a d'autres choses qui se passent, ben, sachez que vous pouvez toujours vous rapprocher de notre chaîne et puis nous on va faire le nécessaire. On va vous demander de ne pas vous déconnecter, de rester avec nous. On va laisser le générique et puis on va pouvoir discuter en off. Merci encore à vous tous et à très bientôt.